élu maire de Toulouse de vous recevoir dans cette salle aux Aittes. Certainement, au fil de la journée, des personnes qui vont arriver pour cette journée. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette première journée, puisque je crois que c'est une première journée sur la cigarette électronique. Et juste pour dire deux choses, en tant qu'universitaire, moi je suis très intéressé par ce qui sortira de vos travaux parce qu'il y a beaucoup de questions ouvertes et de discussions. Mais bien sûr, on n'a pas encore le recul suffisant pour savoir comment situer ce nouveau système dans l'arsenal de lutte contre le tabac. Je crois qu'il y a beaucoup d'avenir à la fois sur cette question très autour de la personne, parce que c'est une question autour de la personne, à la fois sur le plan sanitaire, vous en parlerez, mais aussi certainement sur le plan économique. Alors, pour conclure et pas être trop long, je crois que Toulouse, qui voudrait être une ville moderne, innovante, est très heureuse, en tout cas, que ce soit la première journée sur cette question, et peut-être que nous serons un peu pionniers avec vous dans cette question. Qui est une question qu'on verra longuement. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir à entendre traiter de ces sujets qui vont passionner beaucoup de personnes. Merci beaucoup de votre attention. La troisième maladie, c'était le cancer. Non, ce n'était pas le cancer. On ne meurt plus d'un cancer. On meurt du tabagisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Seulement, on ne veut pas parler du tabagisme parce que tout ce qui porte tort au tabac, c'est tabou. On ne veut pas en parler. Bachung est mort. Il est mort d'un cancer du poumon. Non, il n'est pas mort d'un cancer du poumon. Ici, Claude Nougaro est mort. On a dit qu'il était mort d'un cancer du poumon. Non, il est mort du tabagisme. Et le tabagisme, c'est pas une maladie ordinaire, c'est la première des maladies, et de loin. Elle tue une personne toutes les 6 secondes dans le monde. Et personne ne dit rien, mais c'est inconcevable. En France, 7 personnes par heure. Et quand on en parle, c'est comme, tiens, j'ai acheté du chou-fleur ce matin au marché. Il y a 7 personnes qui meurent. Et on a tous des parents ou des amis qui sont morts et des gens dans le deuil et le chagrin. On a à notre disposition un dispositif qui a été inventé par un Chinois. On dit pourquoi il a inventé ça. On dit que dans le petit doigt d'un Chinois, il y a davantage d'intelligence que dans le cerveau d'un Européen. Et il s'est dit, mais si j'arrive à faire une cigarette qui ne contient que le bon et qui ne contient pas le mauvais, on est sauvé. Et en effet, il a mis au point ce petit device là. Moi, je connais ça depuis 10 ans. Et quand je l'ai vu apparaître, on édite une lettre à l'association, qui est la lettre Tabac Liberté, et j'avais fait un article dessus en disant ça va être une panacée. Et puis ça n'a rien fait. Je m'étais trompé. Pourquoi ça a explosé depuis... Enfin, la cigarette n'a pas explosé, hein, c'est la consommation de cigarettes électroniques qui a explosé depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce que les consommateurs ne sont pas des imbéciles. Ils ont vu qu'ils mouraient avec la cigarette traditionnelle. On leur a mis fumer dessus, mais ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la nicotine. Et ils ont vu qu'avec la cigarette électronique, ils pouvaient avoir le bon sans avoir le mauvais. Et ça y est, elle est partie. Malheureusement, elle s'inscrit dans un marché où les titulaires du marché sont très puissants. Big Tobacco est très très fort. Il achète tout le monde, il faut le savoir. Il achète nos députés, il achète nos sénateurs, il achète les députés européens, il fait virer les présidents de commission qui ne sont pas selon leur vue. Voilà. Moyennant quoi, en France, la meilleure preuve qu'ils achètent tout le monde, c'est qu'en France, les saltimbanques qui nous gouvernent maintiennent toujours un taux de tabagisme constant. Et toujours 33-34%. Et on fait des mesures, et on va en prendre, et on va faire, et Yaka, et Faucon, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Bravo à vous d'être là et de faire quelque chose. Et j'espère que cette journée va être le début de quelque chose de grandiose. Je vous souhaite plein de réussite. Bon, je suppose qu'il n'y a pas besoin de micro, hein. Ma voix porte suffisamment.
Donc, je vais essayer de faire une petite présentation assez courte, classique pour moi, bien sûr, sur la nicotine. Pierre a déjà déblayé et dit la moitié de ma présentation, mais il ne fait pas de mal de rappeler les choses. Donc, les questions que tout le monde se pose dès qu'on parle de cigarettes électroniques, hein, et en particulier de nicotine. Quels sont les effets de la nicotine ? Mais d'abord, est-ce que c'est dangereux ? Quels sont les effets toxiques de la nicotine, hein ? On entend énormément de choses. Ça fait malheureusement plus de 30 ans que toutes les campagnes anti-tabac accusent la nicotine. C'est toujours la nicotine. C'est pas le tabac, c'est la nicotine. Et donc dans la tête des gens, y compris des fumeurs, cette nicotine est diabolique. Elle a été totalement diabolisée. Et c'est très difficile, et les tabacologues le savent, parce que même avec les substituts nicotiniques, ils se battaient toujours pour que les fumeurs acceptent des doses suffisantes pour que ça se passe bien. Est-ce que la nicotine doit avoir une place dans la société ? Moi, je pense que oui. Ça fait, c'est mon sujet de prédilection, puisque ça fait 32 ans que j'ai arrêté de fumer et 32 ans que j'ai commencé à travailler sur la nicotine. Et pour moi, la nicotine, c'est ni plus ni moins que la caféine en termes d'effets psychostimulants. Et comme l'a rappelé Pierre, si on élimine le problème de la combustion, la nicotine en soi n'est pas un problème. Donc la nicotine, c'est un produit psychoactif, c'est un produit qui va agir sur le cerveau, qui va aller en particulier chatouiller ce qu'on appelle le système de récompense, qui est ce système qui est finalement la voie finale de toutes les addictions. Et ce système de récompense, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système archaïque. On parle souvent du cerveau reptilien quand on parle de ces structures. C'est une structure archaïque qui est là pour encourager, pour récompenser tous nos comportements vitaux, indispensables à la vie, et en particulier donc à la survie de l'individu et donc de l'espèce. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont principalement des structures dopaminergiques. La dopamine est le neurotransmetteur qui va procurer du plaisir. Et donc tous les comportements vitaux, que ce soit le comportement alimentaire, que ce soit le fait de boire quand on a soif, ou bien évidemment de faire l'amour, sont récompensés par un plaisir qui fait qu'on a envie de recommencer. Eh bien, toutes les addictions, toutes les drogues, quelque part, jouent sur cet effet-là, c'est-à-dire que ça fait du bien, ça fait plaisir, et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'arrêter de fumer. La révolution qu'on a vécue avec la cigarette électronique, c'est que pour la première fois dans l'histoire du tabagisme, les fumeurs arrêtent dans le plaisir et pas dans la souffrance. Et c'est ça qui est la révolution, et c'est ça qui fait que ça a marché, c'est ça qui fait que ce sont les fumeurs qui se sont emparés du vaporisateur personnel, comme je préfère l'appeler, parce que ça n'a rien d'une cigarette. On a appelé ça cigarette électronique au tout début, tout simplement parce que les premières générations ressemblaient à des cigarettes. On les appelle les cigalikes en pays anglo-saxon, les fausses clopes, moi je les appelle. Elles sont totalement inefficaces, mais on a ce terme qui reste collé à cet outil, qui ne devrait pas. Ce n'est pas une cigarette, c'est pas forcément électronique, c'est un vaporisateur personnel. On le connaît parce qu'on l'a développé avec la nicotine pour l'arrêt du tabac, mais le vaporisateur personnel dans le futur pourra très bien délivrer des médicaments, par exemple. Donc je pense qu'il y a énormément de développements qui viendront, même si, en ce qui concerne la cigarette électronique, je suis tout à fait contre le fait de la classer comme un produit pharmaceutique, au même titre qu'on ne peut pas la classer comme un produit du tabac. Ce n'est ni l'un ni l'autre.
Et ces produits doivent garder une certaine liberté, qu'il y ait une réglementation, un encadrement, c'est tout à fait nécessaire, mais ça doit rester un produit de consommation courante parce qu'il doit être accessible à tous. Parce que le but de la cigarette électronique, du vaporisateur personnel, son but, c'est de faire en sorte que les fumeurs arrêtent de fumer. Pourquoi la nicotine accroche tant quand elle est fumée ? Et je dis bien quand elle est fumée, parce que les études que l'on a avec le vaporisateur personnel ont tendance à montrer que la dépendance à la nicotine pure est beaucoup moins forte que lorsqu'on s'adresse à la cigarette. Et d'ailleurs, le Dr Fagerström, qui a fait ce fameux test de dépendance qu'il appelait au départ à la nicotine, a changé le nom et l'a transformé en dépendance à la cigarette. Et moi, je toujours dis dépendance au tabac et pas dépendance à la nicotine. La nicotine est l'élément moteur majeur, mais elle n'est pas toute seule. Et en particulier, il y a énormément de choses dans la fumée de tabac qui viennent renforcer l'effet de la nicotine et qui font qu'elle accroche énormément. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que la nicotine est un neuromodulateur. C'est-à-dire que quand elle agit sur les terminaisons nerveuses, elle est capable non seulement de libérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la dopamine, qui est le neurotransmetteur du plaisir, mais en fait, elle est capable d'aller moduler tous les autres neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc en fait, c'est pour ça que le tabagisme intervient sur tous les comportements, sur l'humeur, sur l'anxiété, sur tout un tas de choses. Donc quand on arrête de fumer, si on ne prend pas de nicotine pour compenser ce phénomène, on se retrouve en sevrage important et avec une chimie du cerveau qui est totalement chamboulée. Et cette chimie du cerveau, même quand on prend de la nicotine, il va falloir de toute façon des mois pour la rétablir dans son fonctionnement normal. Donc c'est aussi pour ça qu'il est très difficile d'arrêter de fumer. Donc, à nouveau, cette fameuse voie, celle du bas, en bleu, ici là-haut, qui est responsable du plaisir. La nicotine va aller agir sur l'aire tegmental ventral et libérer de la dopamine dans le noyau accumbens. Et c'est là où le plaisir agit, et c'est là où il y a des effets. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la nicotine, c'est pas seulement ça. J'ai toujours eu beaucoup de curiosité pour la nicotine. Et la nicotine, comme elle agit absolument partout dans le cerveau, il n'y a aucune raison d'en limiter son utilisation au simple tabagisme. C'est très important pour les fumeurs, c'est très important pour la journée dont on parle aujourd'hui, mais moi, dans mon travail de tous les jours, c'est aussi le reste qui m'interpelle. Et en particulier, la deuxième voie au-dessus, qui est sur ce schéma, qui est ce qu'on appelle la voie nigrostriée, qui est celle qui est perturbée lorsque l'on a la maladie de Parkinson. Alors, il faut savoir que quand on est fumeur, on a 2 fois moins de chances de faire un Parkinson que quand on est non-fumeur. Tout simplement parce que la nicotine protège de la mort neuronale de certains neurones. Alors malheureusement, le tabagisme, c'est pas le meilleur moyen de s'administrer de la nicotine, et le cancer du poumon risque d'arriver avant le Parkinson. Donc ce n'est pas une solution, mais par contre, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la nicotine peut être utilisée, ou pourrait être utilisée, à des visées d'automédication. J'y reviendrai tout à l'heure. Sur les effets, par exemple sur la fréquence cardiaque, concernant la différence entre nicotine dans la cigarette et nicotine dans le vaporisateur personnel. D'abord, d'une chose, les effets cardiovasculaires, même avec la cigarette, sont relativement modestes. Ils sont très élevés lors de la consommation de la première cigarette du matin, mais en fait, et c'est pour ça qu'on dit que une seule cigarette par jour, c'est le risque maximum pour le cardiovasculaire. Et c'est pour ça que le simple tabagisme passif est aussi un risque pour la maladie cardiovasculaire. Mais ce n'est pas la nicotine. C'est principalement le monoxyde de carbone qui est responsable de ça. La nicotine a effectivement des effets vasoconstricteurs, mais uniquement chez des personnes qui sont abstinentes, à qui on administre de la nicotine en aigu. On va avoir une vasoconstriction. Mais
un fumeur n'a pas de pression artérielle différente d'un non-fumeur et l'effet sur la fréquence cardiaque est très ponctuel et au cours de la journée, il se stabilise. Ceci dit, une étude de Benowitz qui est toute récente, Benowitz c'est celui qui travaille aux États-Unis depuis très très longtemps sur la nicotine et où j'ai eu la chance de passer 2 ans dans son laboratoire, travaille depuis très longtemps sur le tabac, sur les substituts nicotiniques, etc. C'est lui qui a fait toute la pharmacologie clinique concernant la nicotine, a montré tout récemment que, en l'occurrence, là, il s'agissait d'utilisateurs qui ont vapé 15 bouffées à 30 secondes d'intervalle, donc ce n'est pas un protocole qui est représentatif d'une consommation normale d'utilisateurs, puisque un vapeur ne prend jamais 15 bouffées de filet. Les bouffées sont espacées. Mais bon, ça permet quand même de standardiser les choses pour montrer, et on voit très bien que l'effet cardiovasculaire est encore moins important, et surtout s'évanouit très vite avec le vaporisateur, où il n'y a que la nicotine, et non pas le monoxyde de carbone associé à la fumée. Comme je disais juste avant, la nicotine pourrait avoir des intérêts, soit en tant que médicament en soi, soit en tant que développer des médicaments qui ressemblent à cette molécule, dans énormément de maladies neurologiques et psychiatriques. C'est normal. La nicotine agit à peu près partout dans le cerveau, donc il est normal qu'on retrouve des effets, et comme elle a un effet protecteur, globalement, elle va avoir donc des effets positifs dans énormément de maladies. Donc j'ai cité le Parkinson tout à l'heure, mais il y a le cas de la schizophrénie. Pourquoi les schizophrènes fument tant? Je pense qu'on en entendra tout à l'heure parler. Dans la douleur, par exemple, il y a énormément de choses en développement qui pourraient être faites. Pas suffisamment à mon goût. Donc, en gros, la nicotine, c'est la solution et ce n'est pas le problème du tabagisme. Encore une fois, les gens fument pour les effets positifs, et ils fument pour obtenir la nicotine, mais malheureusement, ils meurent des produits de la combustion. Donc, le problème, c'est donc d'éliminer la combustion. Et la combustion, ce n'est pas parce que c'est du tabac. On pourrait fumer n'importe quel végétal, on obtiendrait exactement les mêmes toxiques. Un végétal qui brûle va produire du monoxyde de carbone parce que la combustion n'est pas complète, va produire du goudron, va produire des particules fines solides. Donc l'idée, c'est et c'est l'idée qu'avait eue le professeur Michael Russell en Angleterre, qui est le pionnier de la tabacologie, le pionnier de la recherche sur la dépendance au tabac, qui avait clairement dit, et qui était très clairvoyant à ce titre-là, que la nicotine, c'est ce que les gens cherchent, mais ce n'est pas de la nicotine qu'ils meurent, c'est de la fumée de tabac. Donc, la fumée de tabac contient plus de 7000 substances, près de 70 cancérigènes, dont 11 qui sont définitivement classés comme des cancérigènes majeurs. La nicotine n'est pas cancérigène. Et la nicotine n'est pas un risque cardiovasculaire parce que, comme je vais vous le montrer, il y a un effet plateau qui est très très rapide. Et la dose létale de nicotine est bien supérieure à ce que l'on prétend depuis 150 ans. Puisque ces chiffres datent de 150 ans, on l'a trouvé, un toxicologue autrichien a trouvé que ça venait de vieux grimoires en allemand, donc de 1870, quelque chose comme ça, 1850 je crois. Et donc tout ça a été revu. Il n'y a pas de risque du surdosage avec la nicotine, ça n'existe pas. Un fumeur, il sait doser sa nicotine. Cette étude, qui a été faite à une époque où on voulait montrer que porter un patch et fumer en même temps, ça n'était pas dangereux,
hein, puisque souvenez-vous, les messages de tout le monde qui disaient « Oh là là, faut surtout pas fumer avec son patch ». Alors les gens retiraient leur patch pour aller fumer une cigarette puis le recollaient après. Oui, sauf que ça ne servait à rien parce que de toute façon la nicotine était dans la peau, donc c'était ridicule. Voilà. Donc la nicotine ne pose pas de problème. Dans cette étude, toujours faite par M. Benowitz, il a collé 3 patchs, jusqu'à 3 patchs actifs chez des fumeurs et les a laissés fumer. Quand ils étaient avec 3 patchs au plus haut dosage, ils fumaient encore 12 à 13 cigarettes par jour. Donc ils avaient des nicotinémies très élevées. Mais par contre, on voit que du coup, leur monoxyde de carbone est au contraire en image inverse, ce qui voulait simplement dire que sur les cigarettes qui continuaient de fumer, ils tiraient beaucoup moins puisqu'ils avaient déjà une dose de nicotine importante dans l'organisme. Donc ils n'avaient pas besoin de tirer autant. Et donc, on voit ici, entouré en rouge, qu'en fonction de la dose de nicotine qu'ils avaient avec les patchs, eh bien, ils tiraient de moins en moins de nicotine par cigarette, tout simplement. Et donc le fumeur s'est tout à fait adapté. Point important, les cigarettes légères, ça n'existe pas. C'est juste une mesure de machine à fumer. Un fumeur, quel que soit le type de cigarette, est capable de tirer entre 1 et 3 mg de nicotine par cigarette. Donc, jusqu'à présent, les données qu'on avait sur la vitesse d'absorption de la nicotine avec le vaporisateur personnel montraient qu'il y avait un délai relativement important comparé à la cigarette, ce qui est normal. La fumée de tabac est le meilleur vecteur, le vecteur le plus rapide pour administrer la nicotine. Malgré tout, une toute dernière étude, toujours par Benowitz et son équipe, montre que des gens avec différents types de matériel, différents types de vaporisateurs, y compris 2 sujets qui utilisaient des cigales-like, obtiennent quand même des nicotinémies relativement rapides, moins que la cigarette, mais relativement rapides, beaucoup plus rapides que les substituts nicotiniques, et qui apportent donc une dose de nicotine suffisante. Il a aussi montré dans cette étude que 96% de la nicotine était gardée par le fumeur. Donc, et plus de 90% du propylène glycol et de la glycérine végétale. Donc en fait, ce que le vapoteur recrache dans l'atmosphère est infime. Ce sont principalement des traces, et donc le vapotage passif n'existe pas, au contraire du tabagisme passif, et qui lui est aussi dangereux. Et voire plus dangereux sur certains facteurs, en particulier cardiovasculaires, parce que la fumée secondaire, c'est la fumée qui s'échappe d'une cigarette quand on ne tire pas dessus. Donc c'est une combustion qui est à beaucoup plus faible température, et donc la vapeur secondaire de tabac est beaucoup plus toxique que la vapeur la fumée que le fumeur va recracher. Avec le vaporisateur, il n'y a pas de vapeur secondaire de toute façon. Il n'y a qu'une vapeur tertiaire, celle qui est rejetée par l'utilisateur. Et donc, les quelques traces qui peuvent rester dans l'atmosphère sont infimes. Sur la dose létale, très rapidement, grâce à cette recherche de Bert Mayer dans les vieux grimoires allemands, et puis ensuite sa recherche sur les quelques cas, très rares cas, il faut le noter, de suicide réussi à la nicotine, il a pu clairement montrer que la dose létale de nicotine est probablement 20 fois supérieure à ce qu'on prétend depuis toujours. Donc on parle souvent d'une dose de 30 à 60 mg. On est en fait à des doses qu'il estime entre 500 et 1000 mg de nicotine, non pas ingérée, mais de nicotine absorbée. Or, on sait qu'en cas d'ingestion, le premier symptôme, c'est nausée, vomissement. Donc pour que cette quantité-là soit absorbée, il faut des doses importantes. Le dernier cas que l'on ait, qui est une patiente psychiatrique, a ingéré 1500 mg de nicotine et elle est sortie de l'hôpital au bout de quelques heures. C'était juste, c'est en général un malaise, on ne se sent pas bien, on est nauséeux, etc. On a une accélération cardiaque, et puis ça passe et très vite, tout simplement parce que la nicotine est aussi éliminée très rapidement de l'organisme. Donc c'est un avantage dans ce cas-là.
Pour montrer que la nicotine n'a pas d'effet à long terme, parce qu'on pourrait dire, oui, d'accord, bon, on va prendre la nicotine pour arrêter de fumer, etc. Mais moi, je vais plus loin. Je dis, mais pourquoi pas la nicotine dans la société? C'est-à-dire, pourquoi ne pas utiliser la nicotine comme on utilise couramment le café et l'alcool, hein? Personne ne redit quoi que ce soit sur la consommation de café ou d'alcool. Donc, quand elle est modérée, bien évidemment. L'histoire du snus en Suède, qui est donc un tabac non fumé, c'est un tabac qui est tabac à priser, on dit, qui est sous forme d'un petit sachet qu'on se colle entre la joue et la gencive, qui apporte de la nicotine, fait que, et qui est utilisé depuis plusieurs centaines d'années en Suède, c'est une tradition, et qui a repris beaucoup dans les années 70, 1970. Et la Suède est le pays au monde où il y a le moins de cancer du poumon et le moins de cancer oropharyngé. Ce qui montre clairement que le danger du tabagisme, ce n'est pas la nicotine, mais c'est l'inhalation de fumée. À côté de ça, la toxicité de la vapeur, de vaporisateur personnel, elle est beaucoup plus simple. On connaît ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'il y a dedans. Le problème de la fumée de tabac, c'est que, comme je vous ai dit, il y a à peu près 7000 substances chimiques, mais on ne connaît pas toutes les substances chimiques qui sont dedans et on ne les a pas toutes étudiées. Dans les liquides pour vaporisateurs, on a 5 ingrédients de base. On a le propylène glycol et la glycérine végétale qui sont des produits qui sont utilisés couramment en cosmétique, en alimentaire, dans tous les domaines, y compris dans le tabac, puisque ce sont des capteurs d'eau en fait, donc qui permettent de garder l'humidité, et il y a du propylène glycol dans les cigarettes, simplement pour capter l'eau. Et pourquoi on les utilise? Tout simplement parce que justement ce sont des porteurs d'eau, ce sont aussi des porteurs qui permettent à la nicotine d'être absorbée, mais ce sont aussi des porteurs d'eau, et ça a un avantage pour le fumeur, c'est de recracher un panache de vapeur qui lui rappelle son panache de fumée et qui, je pense, au niveau comportemental, l'aide aussi dans son arrêt. Donc on n'a pas de soucis principaux avec cela. La glycérine, éventuellement, lorsqu'elle est chauffée de façon trop élevée, mais ça n'arrive que très rarement. C'est ce qu'on appelle le phénomène du dry heat, que tous les vapoteurs connaissent bien, parce que le jour où ils n'ont pas changé leur résistance au bon moment, le jour où ils sont à sec dans leur dripper et qu'ils n'ont pas regardé, ils se retrouvent avec quelque chose dans la bouche, et on ne l'inhale même pas parce que ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas normalement dans le fonctionnement normal. Juste un petit rappel que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Et nous aurons la chance aussi de voir que la Belgique, tout récemment, est devenue beaucoup plus pragmatique que la France, qui reste bien à la traîne sur ce sujet. Donc le rapport du PHE anglais, donc Public Health England, a clairement ouvert la voie pour que le vaporisateur personnel soit clairement recommandé par les autorités, qu'il y ait un vrai message franc et honnête où on dise la vérité aux fumeurs et qu'on leur fasse comprendre que, bien évidemment, c'est beaucoup moins dangereux que de fumer. Or, depuis 2 ans, on a eu énormément de campagnes médiatiques très négatives qui font que les gens s'inquiètent et que certains croient que c'est au moins aussi dangereux que la cigarette, ce qui a causé beaucoup de tort à son acceptation. Donc en conclusion, encore une fois, la nicotine n'est pas le problème, mais au contraire, c'est la solution pour réduire le risque tabagique. On voit très bien que depuis 30 ans, les campagnes anti-tabac, elles ne font pas grand-chose. On a développé les substituts nicotiniques, on a des médicaments, on a des centres d'aide à l'arrêt, mais ça ne concerne qu'une petite minorité de fumeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité des fumeurs ne se sentent pas malades. Ce ne sont pas des malades, ce sont des fumeurs. Ils ont un comportement qui, malheureusement, risque de leur causer des maladies. Mais ils n'éprouvent pas cette sensation d'aller voir un médecin ou un pharmacien pour être aidés.
Et avec le vaporisateur personnel, ils ont trouvé une solution qui leur permet d'arrêter, en plus dans le plaisir, et d'éviter ce danger majeur. Je rappelle, comme le professeur Hayek, je suis tout à fait favorable à son point de vue qui considère la nicotine finalement ni plus ni moins que comme la caféine. Et ce qui fait que pour moi, ça me paraît normal qu'on accepte la nicotine dans la société telle qu'elle est. L'homme a toujours cherché des psychoactifs dans la nature, l'homme en a toujours utilisé, il en utilisera toujours. Et on ne peut pas contrôler la prise de substances. Et donc, si on ne peut pas contrôler la prise, on peut au moins contrôler la façon dont les gens se l'administrent et donc faire de la réduction du risque. Donc, l'idée, c'est d'avoir les produits, bien évidemment, les plus sains possibles. Il y aura quelques règles à respecter, tout simplement utiliser, par exemple, de la nicotine, de la glycérine, du propylène-glycol qui sont de grade pharmaceutique, c'est-à-dire qui sont les plus purs possibles, bien évidemment, et d'utiliser, pour l'instant, on utilise des arômes alimentaires. Je cru comprendre que les aromaticiens ont commencé à travailler pour essayer de développer des arômes qui soient spécifiques à la vape, puisque les arômes alimentaires, à l'origine, ne sont pas faits pour être inhalés, ils sont faits pour être ingérés. Donc, il y aura probablement des progrès à faire là-dessus. Mais en tout cas, les données actuelles montrent clairement que la cigarette électronique ou le vaporisateur personnel peut aider les fumeurs à arrêter de fumer. Il conviendrait qu'on ne les décourage pas. Donc, que les autorités soient claires et que les professionnels de santé diffusent un message rassurant auprès des fumeurs. Voilà, je vous remercie.